Lacan, nous et le réel, 13e séance. De Lacan à Twin Peaks et retour, le retour. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Donc la dernière fois, nous en sommes restés au cri de Laura Palmer, qui marque le traumatisme, c'est-à-dire le cri, c'est une intention de parole sans être une parole. C'est juste comme dans le tableau très connu de Edvard Munch, ça montre justement le bruit du silence lui-même. Donc ce cri, il est la réaction face au réel. Et on a vu que ce qui caractérisait le travail de David Lynch, c'est cette proximité, cette contiguïté de la réalité et du réel qui ne sont pas du même côté de la bande de Möbius. Donc ce qui veut dire que dès qu'il y a une irruption du réel, la réalité disparaît. Ça, c'est absolument typique de David Lynch, puisque cette proximité du réel, de la menace du réel, est toujours présente, et c'est juste chez David Lynch une question de distance. Mais en fait, on le retrouve aussi dans le rapport qu'il y a entre la surface du corps et l'intériorité du corps. On peut dire que si la surface du corps représente, donc le corps en tant que surface, représente la dimension symbolique, l'intérieur du corps, la palpitation, c'est-à-dire les organes, les nerfs, les viscères, etc., ça, c'est le réel. Et donc, il suffit que, justement, nous passions cette frontière-là du symbolique pour tomber dans le réel. Alors, je pense qu'il y a une séquence, justement, dans Elephant Man, où la caméra pénètre par le trou du masque d'Elephant Man, et là, on rentre, justement, dans le réel avec un bruit de machinerie. Et, effectivement, dans David Lynch, il y a toujours cette proximité, cette menace de l'irruption du réel qu'on va retrouver dans beaucoup de manifestations. Par exemple, quand le double de Dale Cooper, qui s'appelle Dale Cooper, a son accident de voiture, il est pris de soubresaut et il va déglutir, vomir une substance absolument irrespirable, puisque les policiers qui arrivent tombent, il y en a un qui tombe par terre, il ne peut pas supporter, c'est comme si ça venait d'un autre monde, effectivement, et ça vient d'un autre monde, puisque c'est l'autre côté de la bande de Möbius. What the hell, Billy? Oh, God, something awful's in there. Dispatch, we need an ambulance and tell them to bring gas masks. There is something bad in this vehicle. Parmi cet ensemble de manifestations, il y a donc la maladie, l'irruption d'un son absolument insupportable, comme dans après l'attaque du Double R. Vous avez remarqué que, donc évidemment, Lynch, en tant que très bon lecteur de Lacan, il joue avec les équivoques signifiantes. Donc The Double R, qui est le nom du restaurant,
curieusement, c'est très intéressant, puisque il fait l'objet de la volonté d'un directeur de marketing de duplication. C'est-à-dire qu'il en fait une chaîne, alors que c'est déjà The Double R, donc ça ne va pas marcher, parce que ça veut dire les doubles sons, hein, le double R, mais en anglais les doubles sons. Donc c'est comme ça qu'il introduit l'idée de Doppelganger. Et donc vous avez à un moment, il y a un coup de feu qui part, une éruption comme ça du réel, c'est un enfant qui s'est saisi d'une arme, et le policier sort, et il y a une voiture qui klaxonne sans arrêt. Et ça dure sur la bande son, etc. Nous-mêmes, nous sommes pris là-dedans, c'est extrêmement dérangeant. Et le policier fait son travail, etc. Et puis, il va finalement à la voiture, parce que même les spectateurs n'en peuvent plus de ce son qui insiste, etc. Et il s'aperçoit là qu'il y a une femme très grosse qui hurle, qu'il faut la laisser passer, que ça suffit, que ça peut plus, parce qu'elle amène quelqu'un, donc une jeune fille qui est malade, et donc on voit là un personnage parcouru par des symptômes absolument terrifiants, qui se vomit dessus et qui a l'air d'être complètement prise. Et là, on est vraiment, donc, on a traversé la frontière, c'est-à-dire on est passé de la réalité au réel. Et ça, c'est ce que fait le mieux David Lynch, et c'est sa marque de fabrique, c'est montrer que, c'est pour ça que je disais aussi qu'il filme l'inconscient, parce que dans l'inconscient, en fait, il n'y a pas de discontinuité entre la réalité et le réel. Il y a un passage tout en restant sur la même bande. Donc en fait, on est sur un niveau diégétique, et puis d'un seul coup, nous nous sommes approchés trop près du réel, et donc le réel fait irruption et envahit et détruit toute la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le son chez David Lynch trahit justement la présence du réel dans les plans. Alors, il y a bien sûr dans Twin Peaks, c'est très présent, parce que vous avez tous ces sons parasites, et vous avez surtout dans la loge noire, vous avez le fait que, comme c'est l'arrière-scène de l'inconscient, il faut qu'il y ait un médiateur qui est le système symbolique pour traduire les mots des personnages. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas correctement. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils sont du côté du réel, en quelque sorte. Et il faut qu'il y ait la traduction du symbolique, c'est-à-dire le grand autre, pour que les sons deviennent articulés. Donc vous avez sur la bande même de Twin Peaks, les mots qui sont sous-titrés. Il y a quelqu'un qui est ici. Parce que ils sont de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du réel, celui où justement le symbolique n'a pas accès. Donc on voit le mouvement des lèvres, on entend les sons, mais les choses ne sont pas coordonnées. Les mots et les paroles ne sont pas coordonnées avec les gestes, et il y a besoin de la traduction du grand autre, là, du système symbolique, qui vient faire la jonction, justement, avec la réalité. Bonjour, agent Cooper. Donc là, vraiment, nous sommes dans l'univers lynchien, qui est une forme de représentation à la fois très élaborée et très vraie, comme tu faisais remarquer justement, quand il filme quelqu'un qui se drogue, quand tu as vu ça, c'est frappant de vérité. Donc il a une manière très réaliste de montrer ce qu'il en est de la réalité, mais parce que justement, il s'approche au plus près du réel jusqu'à de temps en temps le laisser filtrer et faire en sorte que ce réel vienne emporter la réalité elle-même. Et les ampoules, ça marche pas bien dans les films de David Lynch. Il y a toujours il y a toujours quelque chose qui va pas, qui montre que justement il y a une irruption du réel là. Le réel, sa description minimale, c'est de dire il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne rentre pas dans l'ordre symbolique. C'est ça que ça veut dire, que ça ne va pas. L'ordre symbolique, ce sont les signifiants qui décrivent le monde et qui sont censés, justement, posséder une certaine transparence avec les choses décrites. Mais le réel, c'est justement ce qui échappe à cette symbolisation. Il y a toujours quelque chose d'autre qui ne peut pas être saisi dans la toile, c'est-à-dire la toile au sens de réseau, le réseau très intriqué de toutes les paroles possibles, de tous les mots, toutes les représentations qui sont censées saisir le réel, et le réel, c'est évidemment ce qui échappe, ce qui ne peut pas être pris dans cette toile. Donc, évidemment, vous avez quelque chose qui ne va pas, et ça ne va pas. Voilà. Alors, dans ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, le rapport entre la surface et l'intérieur du corps, là vous avez peut-être la représentation la plus évidente, et vous l'avez chez David Lynch. Alors ça y est dans Twin Peaks aussi, puisqu'on va le voir tout à l'heure, donc la fameuse il n'y a pas de rapport sexuel, mais peut-être c'est encore plus marqué dans Blue Velvet, justement, ou même dans Sailor et Lula, où le rapport entre la surface et l'intérieur du corps, c'est le rapport entre symbolique imaginaire, c'est imaginaire, le fantasme que je peux avoir de me représenter un corps comme objet de désir, par exemple, et puis je m'en approche pour être dans le désir que j'en ai, mais je m'en approche trop, quelque part je passe à travers, et à ce moment-là, je touche la substance jouissante du principe de vie qui est la palpitation. Et cette palpitation-là, c'est un effet extrêmement dialectique, puisque la palpitation même de la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il palpite à travers les organes, c'est-à-dire ce qui n'est pas la vie en tant que diégèse, qui n'est pas la vie en tant que biographie, c'est-à-dire que ça ne concerne pas un sujet, ça ne concerne pas une personne, c'est la vie elle-même en tant que principe immortel qui palpite comme ça. Ça, en fait, c'est la pulsion de mort. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que le paradoxe de la pulsion de mort, on en a déjà un peu parlé, mais au fond, c'est le thème central de David Lynch, c'est de montrer qu'il y a quelque chose au-delà de la vie elle-même, et même au-delà de la mort, qui continue à palpiter sans cesse, dont le corps, en tant que substance jouissante, est le représentant. Donc, non pas le corps, cette fois, en tant que surface de désir, mais le corps en tant que pure pulsation, une pulsatilité absolue, parce que même si vous mourrez, des corps, il y en aura d'autres, etc. Et donc ça, c'est absolument immortel, cette pulsation de la vie elle-même, hors sens. C'est-à-dire que c'est inqualifiable, ça ne correspond à aucune histoire, c'est quelque chose qui déborde l'ordre symbolique, et c'est un au-delà, c'est un par-delà la vie et par-delà la mort. Et donc vous avez là, chez David Lynch, cette capacité de montrer que c'est toujours là, c'est toujours présent, et c'est toujours en quelque sorte un peu menaçant. Donc cette pulsion de mort, évidemment, cette vie après la vie, elle fait l'objet d'un traitement absolument métaphorique et merveilleux dans David Lynch, dans le Twin Peaks. C'est la fameuse bombe atomique. Puisque, en fait, qu'est-ce que une bombe atomique, si ce n'est justement sa propre représentation qui est un champignon. Le champignon est emblématique de cette pulsion de mort puisqu'il est la vie après la vie
qui ne cesse jamais, en quelque sorte. Vous savez que pour chaque fonction et chaque tissu de votre corps, il existe un champignon qui va vous détruire après votre mort. C'est-à-dire que la mort elle-même va continuer à vivre à travers vous pour détruire et faire une nouvelle forme qui est ce champignon-là. Et pour chaque forme de vie terrestre, il existe un champignon. Et ce champignon, donc, vous avez vu, c'est cette espèce d'image absolument terrifiante de quelque chose qui s'érige à partir d'un néant. C'est pas pour rien que ça a la forme d'un champignon. On voit quand même qu'il y a dans le système symbolique entre la réalité et le réel la possibilité d'un passage formel. Donc David Lynch, lui, va le mettre au centre de Twin Peaks comme étant le manifeste à la fois individuel et collectif, justement, de ce qui est absolument inquestionné par la science, parce qu'aujourd'hui on considère la science comme une espèce de truc le plus rigoureux, etc. Mais en fait, la science, comme dit Heidegger, ne pense pas, et notamment ne pense pas son envers, c'est-à-dire le fait que ça ne peut jamais être questionné sur le plan symbolique, puisque la science va fondre le symbolique et le réel comme si c'était une seule et même chose, et va aboutir à des formules, mais en fait tout ce qui est le refoulé de la science, c'est que par exemple la recherche scientifique, elle est censée être une recherche qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de la vie et de la médecine pour l'humanité, etc. Mais ce à quoi ça aboutit, c'est quand même à la bombe atomique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de quoi faire sauter, je sais pas, 100 000 fois la planète, de bombes déjà construites, et ça c'est quelque chose qui est très souvent refoulé. Bon, évidemment, Scorsese l'avait aussi mis en scène dans le Shutter Island, hein, le traumatisme de la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki. Comment c'est possible que des êtres humains puissent faire ça à d'autres êtres humains? C'est pas si vieux que ça, hein. Et aujourd'hui, tout le monde est toujours dans cette espèce de fantasme scientifique, là, cette espèce d'imaginaire. C'est vraiment un fantasme absolu de la science qui va dans le sens de l'humanité, etc. David Lynch, lui, il casse ça immédiatement en mettant en scène ce champignon atomique comme étant au centre même de la série. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient faire une irruption, qui vient créer comme un effet de réel, puisqu'on voit d'un seul coup New Mexico, enfin là où a été lancée la première bombe atomique américaine, et à partir de là, on a des séquences traitées en noir et blanc qui mettent en scène justement ce que nous vivons comme cauchemar, hein, puisque toute la séquence avec la rencontre de la jeune fille et du jeune homme là qui discutent, ça ressemble vraiment, c'est un rêve, hein, vous pouvez rêver dans ces termes même, et ensuite cette espèce d'animal qui arrive sur la terre, à moitié grenouille, à moitié insecte, qui se déplace de manière effrayante dans le désert jusqu'à sa cible, qui va être d'intégrer, c'est-à-dire d'être ingéré par la jeune fille elle-même. Ça, c'est typiquement la manière dont David Lynch, à la fois très rigoureusement, mais aussi de manière très enfantine, représente le réel. Parce que les enfants ont accès à ces choses-là. Mais ils n'arrivent pas, jusqu'à un certain point, à en parler, forcément, puisque le réel... Les mots font faillite devant le réel. C'est juste, on s'approche d'une zone extrêmement inquiétante et angoissante, et le système symbolique ne peut pas s'en saisir. Donc très souvent, ce sont des choses qu'on évacue et qu'on refoule. Et là, effectivement, David Lynch, lui, il les montre. Donc il les montre à travers une histoire dans laquelle il y a toute une partie, disons, scénarique extrêmement... logique en quelque sorte, c'est-à-dire une diégèse, une histoire, et puis il y a des moments de rupture dans cette histoire
comme dans un rêve où le réel hors sens fait irruption. Et ce réel hors sens, il peut avoir plusieurs connotations pour le spectateur. Donc, j'ai déjà parlé la dernière fois, mais puisque tu me redemandes, là, l'histoire de l'enfant qui se fait renverser avec l'image dans le ciel d'une espèce d'apparition lumineuse et de feu qui monte dans le ciel comme si son âme partait. Ça, c'est vraiment l'irruption du réel qui rend tout le monde stupéfait. C'est-à-dire que leur réalité s'effondre à ce moment-là. Quel sens ça peut avoir? Parce que le sens, normalement, on le ramène à la figure de Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire que si nous sommes là en tant que créature, c'est qu'il y a la présupposition d'un créateur. Et donc qu'il y aurait quand même un certain sens. C'est pour ça que les religions, elles ne sont pas prêtes de s'effondrer, hein, puisque les religions, elles vont vous infuser du sens en permanence. Alors que justement, si la psychanalyse s'inscrit contre la religion, ce n'est pas pour la dénier en tant que fonction, c'est pour introduire le fait que le réel, lui, est hors sens. Donc, impossible de le ramener à quelque chose qui ait du sens. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une irruption et qui n'appartient pas au système symbolique. Alors que la religion elle-même, c'est justement un système symbolique très élaboré de manière à anticiper et normaliser tous les effets de sens de telle manière qu'on dise les voies de Dieu sont impénétrables. Comme la science. Comme la science. C'est-à-dire que, en fait, il y a une articulation entre la religion, la science et la psychanalyse. Et c'est une permutation, justement, de l'imaginaire, du réel et du symbolique. C'est-à-dire que la religion, elle va réaliser ce qui de l'imaginaire se symbolise, c'est-à-dire qu'elle va rendre réel, en quelque sorte, ce qui de l'imaginaire que nous avons va être symbolisé, mis en parole. La science, elle va symboliser ce qui du réel s'imagine. Donc aujourd'hui, on est dans l'imagerie médicale, etc. Et elle va en trouver des symboles, elle va en faire des séquences symboliques, des formules qui rassemblent le sens. E égale MC2, c'est une formule scientifique qui symbolise ce qui du réel peut s'imaginer. Donc, mais c'est très fantasmatique, c'est un rapport avec l'imagination, les deux. Hein, tandis que pour la psychanalyse, en fait, la psychanalyse, elle va imaginer ce qui se symbolise du réel. C'est-à-dire que dans la cure analytique, quand l'analysant parle, donc il symbolise quelque chose de son réel, mais qu'il n'entend pas. Et elle va lui donner à entendre de telle manière qu'il puisse entendre quelque chose de ce réel-là. Donc effectivement, ça c'est très proche de l'art. Donc là, on a en quelque sorte l'art et la psychanalyse qui sont dans la même manière de se situer et d'essayer de se préparer au réel, en quelque sorte. C'est-à-dire de ne pas être balayé par ce réel. Parce qu'il y a une familiarité qui se fait avec le réel, notamment par le rêve. Et vous savez, pour avoir rêvé, que même quand le rêve est effrayant, si vous avez assez de force d'âme, vous avez envie de revenir dans le rêve, parce que vous savez que votre réel, il est là. Donc d'une certaine manière, il y a une possibilité d'accéder au réel, pas directement, puisqu'il ne peut pas être symbolisé, mais d'arriver jusqu'au bord du réel,
donc de le cerner, de le circonscrire, de telle manière que se tenir au plus proche du réel, c'est ce qui permet justement d'anticiper et de vivre vraiment ce qu'il en est de son propre réel. Donc c'est une position subjective particulière, justement, que les artistes comme David Lynch peuvent avoir sans avoir besoin de faire de psychanalyse, puisque leur psychanalyse, ils la font à travers leur œuvre, en quelque sorte. Mais quand on n'a pas les mêmes dispositions, ou les mêmes moyens, ou le même talent que David Lynch, évidemment, il vaut mieux arriver à cerner son réel avec sa parole, de telle manière que il y ait une possibilité de se situer au bord du réel. Mais déjà, Hegel disait ça, hein, c'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait séjourner au plus proche de notre frontière, en quelque sorte, parce qu'il n'y a que là qu'il y ait un peu de vérité qui se dégage. Et évidemment, tout le reste est destiné à nous distraire de ça. C'est pour ça que Kafka, justement, la phrase, je dirais, clé de Kafka, c'est « Evil is whatever distracts ». C'est-à-dire nous vivons dans l'ère de la distraction. C'est-à-dire tout est fait pour nous distraire. Nous vivons dans l'ère du divertissement industriel. Nous sommes dans l'organisation la plus divertissante qui soit pour nous éloigner de notre réel. Tout est fait pour ça. La plupart des gens sont capables de vous parler de ce qu'a fait le président ou l'opposant du président, etc. Tout ce théâtre de manière très précise, mais c'est incapable de vous raconter un rêve et la manière dont il se situe par rapport à ce rêve. Parce que tout est organisé pour justement se distraire de notre réel, alors que l'enjeu est de retrouver les possibilités de nous raccorder à notre réel, tout en sachant que c'est une opération quand même difficile et anxiogène, hein, puisqu'on le voit dans David Lynch, mais le fantastique, il n'y a pas à le chercher très loin, hein, il suffit d'être un peu proche de son rêve et de laisser venir les mots qui vous viennent quand vous voyez certaines choses de la vie quotidienne, etc. Et le fantastique surgit là tout de suite, puisque là vous êtes au plus proche de votre réel, au plus proche de la frontière, là où les choses se transforment un peu, où il y a une métamorphose. Métamorphose, ça veut dire changement de forme, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc ça prend des formes un peu bizarres, et donc là, évidemment, David Lynch, lui, il est dans son jardin, hein, puisqu'il laisse libre cours à la logique des formes. C'est pour ça que ça sonne particulièrement juste, hein, et que c'est particulièrement touchant, parce que ça nous concerne chacun. C'est pas juste le rêve de Laura Palmer et Gordon Cole. Alors justement, dans le bureau, il y a Kafka, et c'est très bien fait et très bien vu. Il y a la photo chez Gordon Cole, il y a la photo de la bombe atomique et la photo de Kafka en face, donc qui se font face. Et quel rapport? Ça ne parle que de ça, Kafka. Hein. Is it him? Yes, I hear you. What? Where? Are you sure it's him? Pour Kafka, c'est quand même l'explorateur de la loi, puisqu'en plus il est vraiment dans une lignée judaïque pure, en quelque sorte. Les lettres au père de Kafka, c'est quand même un monument de la littérature. Donc la notion de loi, elle est centrale chez Kafka, puisque le château, le procès, etc., ça ne parle que de ça. C'est-à-dire, quelle est cette loi? À quoi suis-je soumis? Donc évidemment, Kafka va assez loin pour découvrir que, en fait, la loi elle-même est pure, ça n'existe pas. Elle n'est jamais pure. Elle est toujours entachée d'une palpitation de jouissance.
Donc là, évidemment, on rejoint la psychanalyse, puisque en psychanalyse, là, il n'y a qu'une seule loi. Tous les règlements du monde ne sont que des tentatives de pacification artificielle du niveau traumatique de la loi, puisque la loi, la seule loi qui vaille, c'est la loi du désir. La loi et le désir, c'est la même chose. Et le désir, justement, c'est là où c'est très paradoxal, et c'est là où l'œuvre de Lynch nous aide beaucoup, c'est que le désir lui-même, ce n'est pas ce que je désire, puisque je n'en sais rien, ce que je désire. Le désir se conjugue au futur antérieur. Ce qui me sera arrivé, c'est que je l'aurais désiré, puisque le désir passe par la parole. Et le désir, lui, en fait, se prend sur, justement, ce réel dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est le réel de la jouissance. Le réel de la jouissance, c'est que cette dimension vraiment irreprésentable de la palpitation, du corps vivant, qu'on retrouve là, il y a une image quand même très marquante de ça, c'est d'un autre réalisateur, mais très talentueux aussi, c'est Ridley Scott, c'est dans Alien 3, où vous avez Sigourney Weaver, Ripley, qui résiste en quelque sorte à la séduction, entre guillemets, hein, plus qu'une séduction, c'est-à-dire qu'il y a l'alien à côté d'elle, en pure substance jouissante, éternelle, immortelle, d'une telle plasticité que ça revient tout le temps. C'est vraiment le mythe de la lamelle chez Lacan. Vous savez que le corpus conceptuel, la logique elle-même, celle de Freud ou celle de Lacan, sont parfaites. Sauf que comme dans le jeu du... comment ça s'appelait ce que je vous avais donné à faire en 4e année là, oui, il y a une case qui est vide. Voilà, le jeu du taquin, il y a une case vide. C'est-à-dire que la logique est trouée. Donc la logique est trouée, ça veut dire que tout l'arsenal conceptuel, en fait, il y a un trou. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas tout... C'est du pas tout. On ne peut pas tout expliquer conceptuellement. Donc on raconte une histoire. Donc pour Freud, c'est le mythe du père primordial, et pour Lacan, c'est le mythe de la lamelle. Et la lamelle, chez Lacan, c'est l'alien, c'est-à-dire que c'est cette substance, donc la libido, qui passe par toutes les formes, qui est absolument immortelle, etc., qui est plastique. Et donc on voit sur cette photo Sigourney Weaver, qui fait une sorte de retrait en elle-même, justement pour ne pas se laisser prendre par cette substance de jouissance pure qu'est l'alien. Et ça, c'est le moment clé de l'émergence du sujet. C'est pour ça que le sujet en psychanalyse est féminin. Ça a commencé avec les hystériques chez Freud, mais ça se poursuit dans toute l'œuvre de Lacan, jusqu'au passage dans Encore, où justement il sort de la mathématisation dans laquelle il essaie de faire entrer la psychanalyse, donc des mathèmes, des formules, c'est extrêmement rigoureux et très bien fait, et là il revient sur la jouissance féminine, parce que c'est la clé, parce que les femmes elles-mêmes sont dans leur sexuation. Alors évidemment la sexuation c'est pas la sexualité, hein, c'est-à-dire que ça on revient sur des choses que j'ai déjà dites, mais de temps en temps il faut les redire. C'est que en psychanalyse, par rapport à toute la philosophie, où ce qui est d'ordre sexuel en philosophie, c'est quelque chose de contingent. C'est-à-dire, ça arrive comme ça, on a telle ou telle sexualité, etc. Aujourd'hui, dans les gender studies, là, Butler et compagnie, ils trouvent, je sais pas, une trentaine de possibilités de se définir sexuellement, etc.
Mais ça, c'est pas du tout psychanalytique. C'est-à-dire que s'ils se réclament de la psychanalyse là-dessus, ils sont complètement à côté, parce que la psychanalyse, justement, c'est beaucoup plus radical et c'est en deçà de cette position. C'est-à-dire que pour la psychanalyse, ce n'est pas la sexuation, c'est pas quelque chose qui vient après coup. C'est-à-dire que c'est la sexuation elle-même qui crée le sujet. C'est-à-dire que c'est le fait que nous soyons des êtres de parole et indépendamment de nos organes génitaux, même s'il y a des lois statistiques qui font que plus de ceux qui ont un pénis et de ceux qui n'ont pas de pénis sont orientés de telle ou telle manière, mais la sexuation vient d'un type de rapport au langage. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui se définissent par rapport à une logique entre l'universel et le particulier, qui est de l'universel et son exception. Ça, c'est du côté homme de la sexuation. Et du côté femme, c'est le pas tout, mais pas d'exception. C'est-à-dire la jouissance féminine, l'autre jouissance, comme l'appelle Lacan, ce n'est pas la jouissance phallique. Et pourtant, toutes les femmes sont soumises à la jouissance phallique. C'est-à-dire que toutes les femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception chez les femmes. Mais pas tout, ça veut dire qu'elles ont une jouissance autre, mais qu'elles ignorent elles-mêmes, dont elles ne savent rien. D'ailleurs, Lacan, quand il les interrogeait là-dessus, Dolto, etc., alors qu'elles étaient très, passionnées par le travail de Lacan, elles n'arrivaient rien à en dire. Parce que justement, ce n'est pas de l'ordre du disciple. C'est l'autre jouissance, la jouissance féminine. Et donc si Lacan revient là-dessus comme mystère, en quelque sorte, d'ailleurs tout à l'heure je parlais des voies impénétrables de Dieu, mais il y a une phrase qui me fait toujours rire dans Wild at Heart, c'est-à-dire Sailor et Lula de David Lynch, c'est quand Sailor vante les mérites de Lula, notamment son comportement sur le plan sexuel, mais il y a quelque chose qui le fascine plus que tout, c'est sa manière de penser qui relève là vraiment uniquement du mystère insondable de Dieu. Donc ça, le mystère féminin, mais pas à prendre uniquement comme le fantasme masculin de la femme comme mystérieuse, hein, parce que ce mystère vaut pour les femmes elles-mêmes. Ça, c'est vraiment l'axe de David Lynch. On peut dire que il y a eu un livre dans les années, 30, je crois, quelque chose comme ça, de Weininger, qui s'appelle Sexe et caractère, qui est le livre de la misogynie absolue. C'est-à-dire, pourquoi, en fait, les hommes sont là dans leur pensée spirituelle, etc. Et puis la femme, par sa sensualité, vient le faire chuter, le ramène à des choses triviales, etc. Otto Weininger, d'ailleurs, est mort assez jeune. Il a écrit un livre, je crois, il est mort à 24 ans ou 26 ans, enfin très très jeune. Et ce livre-là a fait un esclandre parce que son argumentation est absolument bien tenue, mais c'est un livre résolument misogyne. On peut dire que David Lynch, en fait, il est anti-Weininger. C'est-à-dire que pour lui, justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la femme, qui n'existe pas d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de générique de la femme, ce sont les femmes, sont, du fait même de l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, je vous ai décrite de Ripley avec l'alien, appartiennent au côté du je pense. En gros, la sexuation, hein, c'est je suis, je pense. Les hommes pensent qu'ils sont, c'est-à-dire ils sont. Donc en fait, c'est moi-je. Tandis que les femmes, elles,
Parce qu'eux, ils ne savent pas qu'ils ne font que penser qu'ils sont. Ils croient qu'ils sont réellement. Dès que les femmes sont beaucoup plus intelligentes, puisqu'elles sont du côté du je suis, du côté du je pense, pardon, dans la sexuation. Et donc, pourquoi? Parce que elles sont obligées, dans la naissance de la subjectivité que j'ai décrite là, de se retirer en elles-mêmes et de sortir de leur corps, en quelque sorte. De leur corps en tant que pure pulsation de jouissance immortelle, pure jouissance pulsatile immortelle. Elles font un retrait et elles vivent dans le langage. Donc elles sont dans le côté du je pense. Donc ce retrait de Ripley fait qu'elles assument la castration. C'est-à-dire les femmes, elles assument a priori la castration puisque elles sont naturellement castrées, entre guillemets. Là, il faut employer des guillemets, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à montrer justement la chose en tant qu'élément positif vis-à-vis de laquelle les mecs doivent se définir, etc. Et donc, ce retrait-là, du côté de la pensée, les plonge dans une forme d'immersion qui frise la dépression, en sens où abîmé dans ses pensées, à penser tout le temps, à penser à tout, etc. Et donc, on dirait que David Lynch, lui, et ça c'est particulièrement visible dans Blue Velvet, il est avec Isabella Rossellini, qui était sa compagne à l'époque, donc, il la met dans une espèce d'état où elle est dans un état immergé, perdu dans ses pensées. Donc la scène la plus fameuse, là, la scène avec Frank qui vient mimer un rapport sexuel et qui lui dit sans arrêt « ne regarde pas ». Ne regarde pas. C'est parce qu'en fait, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir parce que ce que met en scène David Lynch, c'est l'impuissance du père. C'est qu'il n'y a rien à voir parce qu'il n'y a pas d'érection. Il n'est pas là. Et bien que la scène, dans un premier temps, elle puisse être imaginée comme étant une représentation pour Jeffrey, qui lui est dans le placard, l'enfant qui se représente donc son fantasme absolu. Le fantasme absolu d'où il vient, c'est d'assister au moment de notre propre conception, en quelque sorte. C'est-à-dire comment un rapport sexuel, en sachant qu'il n'y a pas de rapport sexuel, peut-il être la cause de notre venue au monde là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un écart. C'est entre le côté dérisoire et problématique de cette chose-là, et très souvent ça arrive que les enfants fassent une émission dans le rapport sexuel des parents par l'écoute, ils entendent quelque chose et ils entendent des bruits bizarres, donc c'est là où Frank met le masque à oxygène pour simuler le bruit de la respiration. Ils entendent des ahannements, des sons de voix qui ne sont pas habituels, etc. Et cette mise en scène-là, dans un premier temps, on peut dire, c'est comme si lui c'était l'enfant, et c'est une mise en scène pour l'enfant de ce qui se représente. Parce que les enfants, très rapidement, ils se demandent comment on peut venir au monde, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors évidemment, il y a les histoires pour enfants avec les roses, les choux, les cigognes, etc. Mais ils n'y croient pas très rapidement. Et donc, dès qu'ils comprennent que ça a un rapport avec le sexe, ils imaginent des scénarios. C'est comme ça que naît le fantasme, justement. Et le fantasme, c'est les histoires qu'on se raconte, en quelque sorte, pour combler ce trou, parce que c'est un trou, on n'en sait rien, lui trouver du sens,
créer une histoire de notre propre venue au monde, de notre propre naissance. Mais ça, c'est le premier niveau pour l'interprétation de la scène. Mais l'autre niveau, on peut dire que la mise en scène, en fait, ce n'est pas tant pour l'enfant, mais c'est une mise en scène entre eux. Et qu'au fond, Franck essaye de tirer... il n'est pas dupe qu'elle sait son impuissance. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de lui faire des électrochocs comme pour la réveiller de sa profonde dépression, en quelque sorte. Audrey Horne, elle représente l'hystérie féminine dans toute son expression. C'est-à-dire qu'elle passe par différentes phases au cours de la même scène où elle va jouer le jeu de se soumettre à une loi phallique. Si c'est pas celle de son mari, c'est celle d'un certain Billy, je crois. Et en même temps, elle va complètement inverser les choses. C'est-à-dire qu'elle va d'un seul coup manifester l'hystérie à fond vis-à-vis de la loi, du régime, où il dit « je suis quand même ton mari, je représente la chose, on a un accord, tout le truc ». Elle lui dit « fuck you, je n'ai rien à foutre, c'est mon désir et rien d'autre, qui tu es, tu n'es rien, etc. » Et donc il met sa veste, il enlève sa veste, etc. Et à la fin, elle va être elle-même totalement perdue parce qu'elle n'a plus aucun soutien dans l'autre, en quelque sorte. Donc elle commence sa danse, là, et puis s'ensuit une espèce de confusion, parce que c'est comme si elle s'évanouissait. Ça, c'est, d'un côté, il y a une supériorité féminine, qui est que une meilleure intégration dans l'ordre langagier, une connaissance beaucoup plus subtile du symbolique, donc puisqu'elles sont plus immergées dans la pensée. Mais de l'autre côté, une absence d'identité, puisque il n'y a rien qui les leste, en quelque sorte. C'est pour ça qu'elles ont besoin des hommes, les femmes. C'est pour les lester un peu. Il faut avoir un bon idiot, là, qui est lesté, au moins, qui leur assure qu'elles ont une certaine réalité. Parce que sinon, elles sont tellement dans la pensée qu'elles n'existent plus. Elles se dissolvent complètement. C'est pour ça que la difficulté du rapport avec les femmes, c'est que, enfin, pour nous les hommes, c'est de leur offrir une assise narcissique, en quelque sorte, parce que c'est aussi le problème de la mascarade. C'est-à-dire pourquoi elle se maquille autant, etc. Parce que, en fait, c'est presque un prétexte de se voir dans la glace pour se rassurer sur le fait qu'elles existent. Parce qu'elles sont tellement dans le langage qu'elles en perdent leur consistance, en quelque sorte. Avec un mec à côté bien con qui lui dit bah, « moi je suis moi », etc., ça les rassure. Elles peuvent s'accrocher là et pouvoir continuer à penser. Parce qu'il y a des côtés aussi où elle est extrêmement dépressive à certains moments, où elle perd toute contenance, elle cherche du soutien dans l'autre qu'elle vient de honnir, là. Donc c'est très bien vu. C'est presque cette scène-là, c'est presque une série à soi, hein, et c'est hors de l'histoire. How can you be like this? I hate your fucking guts. I hate you. Do you know how much I fucking hate you? Le mépris des hommes pour les femmes, c'est la scène que tu racontes là des deux mecs qui voient une jeune fille qui est perdue dans ses pensées, justement dans le bar, comme ça, elle est dans ses pensées, et eux c'est deux gaillards qui sont sûrs d'être,
puisqu'ils sont là avec leur corps et ça, ils la prennent, ils la virent, et elle ne peut rien faire, parce que c'est ça aussi, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre les hommes et les femmes, à proprement parler, puisque nous avons déjà une impossibilité avec le fait de devenir homme nous-mêmes, parce que quelque part, la femme en nous est trop proche de nous. Et donc nous sommes convoqués à notre propre incapacité à être. Et donc avec les autres, c'est démultiplié. Donc cette scène est absolument troublante, parce qu'elle se trouve au milieu des danseurs et elle crie le traumatisme de la coupure. Il y a pas, ça c'est une scène aussi où il n'y a pas de rapport sexuel, justement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller la séduire ou je sais pas quoi, être là-dedans, ils la prennent carrément, ils la virent, il s'assoit à sa place, quoi. Et ça, c'est une des occurrences de « il n'y a pas de rapport sexuel ». Mais c'est là où il y a quelque chose d'absolument remarquable dans la manière de raconter les histoires de David Lynch, c'est qu'il a compris qu'il y a très souvent, et ça vous le rencontrez tout le temps en psychanalyse, des inversions entre la cause et l'effet. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on croit être la cause, en fait, c'est déjà l'effet. Et donc, il faut créer une rétroaction par rapport à cette cause pour comprendre que ce n'est que l'effet. Par exemple, quelqu'un qui va chez un psychanalyste et qui, au bout d'un moment, ne veut plus y aller, c'est le plus souvent l'affect négatif qui est lié passe par les paroles. Non, mais en fait, il ne m'écoute pas bien, je ne peux pas lui parler, etc. Mais en fait, c'est parce que la vérité du désir est déjà la cause de ça, et l'effet, c'est de trouver le psychanalyste comme ça, parce que, quelque part, comme il est en position de sujet supposé savoir, c'est le fait de ne pas vouloir dire la vérité de la cause de son désir qui, justement, permet de traiter le psychanalyste comme ça. Et donc, ça, c'est très très souvent le cas. Hein, c'est-à-dire que là, l'inversion entre la cause et l'effet dans Blue Velvet, ça c'est très marquant, et c'est très souvent avec... dans la vie quotidienne, on peut se rendre compte de ça. On trouve une cause à quelque chose, mais en vérité, justement, comme dit Lacan, il n'y a de cause que ce qui cloche, parce qu'il y a une confusion entre la causalité et la cause. Et la causalité est symbolique, mais la cause est réelle. Et le réel, c'est quelque chose, justement, qu'on craint beaucoup. Donc on le craint à raison, puisque c'est absolument incontrôlable, le réel, mais par contre, le courage nous est demandé de déployer nos capacités symboliques pour arriver à circonscrire ce réel et s'en approcher le plus près, justement parce que sinon il risque de détruire notre réalité sous différentes manières, comme justement le montre David Lynch dans Twin Peaks. Il y a différentes occurrences où la réalité se fait exploser par le réel. La musique, c'est de la jouissance. C'est-à-dire que ce n'est pas du symbolique. Donc ça touche le réel, puisque c'est quelque chose qui vient occuper et donner une impression, un sentiment d'existence, mais on ne peut pas vraiment en parler. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une musique de manière même dithyrambique, mais en fait, comme le montre très bien Žižek, alors là il est absolument remarquable, comme plein de fois d'ailleurs, il est quand même très souvent parfaitement juste et très bon lecteur de Lacan, c'est que lui il le fait avec l'hymne à la joie de Beethoven. C'est la 5e ou la 9e, l'hymne à la joie? La 9e. La 9e symphonie. Et il montre que
quel que soit le bord politique, c'est-à-dire que c'était l'hymne des nazis, c'est aussi l'hymne du Sentier lumineux, les ultra-gauchistes d'Amérique du Sud, chacun y attribue et y met ce qu'il veut là-dedans, mais en fait c'est comme une forme vide dans laquelle justement il n'y a pas d'orientation symbolique. Le symbolique il est marqué par une orientation quand même. On l'avait vu sur les discours avec les paires orientés, c'est-à-dire dès qu'on est dans une signifiant, une chaîne de signifiants, il y a une orientation. Il y a quelque chose qui est premier, quelque chose qui est second. La musique, il n'y a pas ça. Donc la musique est de l'ordre de la jouissance. Donc c'est marqué quand même par l'empire de la jouissance, en quelque sorte. C'est-à-dire ce qu'on ne veut pas voir, donc c'est le réel en tant qu'il est un empire de jouissance. Et le paradoxe de la psychanalyse, c'est que la jouissance, c'est quelque chose que le désir vise à atteindre, et simultanément, c'est quelque chose dont le sujet n'arrive pas à se défaire. Le désir vise à l'atteindre tout le temps, et il n'arrête pas de rater. C'est pour ça que le désir passe d'un objet à un autre objet, à un autre objet, etc. Parce qu'il n'arrête pas de rater la jouissance, donc ce en quoi le désir est tragique, tandis que la jouissance est comique, puisque la jouissance elle-même, c'est qu'on n'arrive pas à s'en défaire, on y revient tout le temps dans la même jouissance. On revient sur les mêmes symptômes, on déploie exactement les mêmes attachements inconsidérés et immodérés qui sont liés à notre peu de capacité à gérer notre pulsion de mort. Puisque la jouissance, elle est directement liée à cette pulsion de mort-là, puisque il faut avoir un corps pour jouir, en quelque sorte. Et ce corps, il est une substance de jouissance qui palpite, en quelque sorte, en permanence, une palpitation éternelle. Nous-mêmes, en tant qu'individus, notre corps va mourir, mais la palpitation d'un corps est éternelle. Comme l'envie de boire, vous prenez un verre d'eau, l'envie de boire disparaît, mais le désir, la soif est éternelle. And the answer you give, may they still be the same, for as long. L'inversion dont je parlais tout à l'heure de la cause et de l'effet, c'est par exemple, on peut s'imaginer que la jouissance féminine pourrait être un effet de la cause qui est provoquée par ce que fait l'homme. Mais il y a toujours une disparité entre l'effet et la cause. C'est-à-dire qu'avec les femmes, par exemple, des fois, un truc sur lequel elles réagissent toujours de la même manière, un jour plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a un changement et il y a une disparité. Quelque chose qu'on fait en passant comme ça va les mettre dans un état d'excitation incroyable. Donc il y a toujours une disparité entre la cause et l'effet. C'est jamais l'homme qui est la cause de ce qui arrive à la femme, puisque la femme inverse l'effet et la cause, et fait de l'homme son propre effet, en quelque sorte. Donc ça, on le retrouve aussi dans la scène où, qui est quand même très drôle, où d'un seul coup, Naomi Watts se met à désirer de manière très puissante Dougie Jones, qui ne prononce pas un mot, qui ne fait rien. Et donc là c'est peut-être la scène sexuelle la plus hilarante de l'histoire du cinéma. C'est quand elle le chevauche comme ça, et lui il a les bras qui font comme ça parce qu'il ne bouge pas. Et donc c'est juste un mouvement dynamique, mais il sourit. Et pour tous ceux qui sont sensibles, qui questionnent leurs rêves, et qui vont, parce que vous avez vu dans David Lynch quand même, ce qui est remarquable, c'est que les bons, c'est-à-dire good guys comme les frères Mitchum, sont ceux qui écoutent leurs rêves, donc ils sont à l'écoute de leurs rêves plutôt que de la télévision. Hein.
Donc, puisque nous sommes responsables de nos propres rêves, bien sûr. C'est que selon les discours auxquels on se nourrit, eh bien, on va produire des rêves dont nous sommes responsables. Ça, c'est quand même... Et lui, c'est quand même une grande responsabilité, et c'est très courageux. Mais il nous insuffle ce courage-là parce qu'il le fait de manière, comment dire, amusante et drôle. C'est-à-dire, c'est quand même très plaisant de voir David Lynch. La vérité est présentée de manière à ce que, comme dans un rêve dont je vous parlais tout à l'heure, même si il y a un arrière-fond effrayant, le réel nous signifie là, alors que le réel n'a pas de sens, mais il nous signifie malgré tout plus que la réalité dans laquelle nous sommes, que la réalité par rapport au réel, c'est que nous projetons, comme sur la différence entre la surface de la peau et la palpitation de la vie éternelle, en quelque sorte, à travers les organes, parce que c'est la forme elle-même du corps humain. Hein. C'est pas telle personne ou telle autre, etc. C'est le principe même de la palpitation d'un corps qui vise à son autonomie et qui vise à son auto-représentation et à parvenir à sa propre subjectivité. D'ailleurs, c'est le thème aussi de Blade Runner et Blade Runner 2049. Donc c'est comment une forme qui est un manifeste de quelque chose qui justement échappe aux autres formes, que sont les animaux, les plantes, etc., par la pulsion de mort. Parce que la pulsion de mort, justement, nous sommes capables de nous y confronter. Et donc d'arriver à gérer un peu notre rapport à la pulsion de mort. D'arriver à comprendre ça, que notre désir, lui, il se greffe directement sur la pulsion de mort. C'est-à-dire le désir, c'est comme une dérivation de la jouissance qui lutte contre le côté mortifère de la jouissance. Donc il y a de la jouissance dans le désir, donc on peut le voir notamment dans le désir sexuel, c'est déjà une forme de jouissance, mais ce n'est pas que ça, puisqu'il est ancré dans le symbolique, c'est-à-dire que le désir, il a deux faces, une face réelle, puisqu'il se prend sur la jouissance, ça c'est sa face réelle, et il a une face symbolique, puisqu'il ne peut que se dire, il est lié à notre capacité de dire, et donc là aussi on a le génie de David Lynch, c'est que ça c'est pas dans Twin Peaks mais c'est très visible dans Dune notamment, c'est que la parole arrive à crever la surface du corps en tant que symbolique pour pénétrer dans le réel. Donc l'Atréide, Paul, là, par son cri par exemple, il est capable de pénétrer un corps et de faire quelque chose de l'ordre d'une touche du réel par sa parole. Et parce que notre parole elle-même, justement, elle est symbolique sur une partie, ça c'est l'organisation des lois du langage, le grand autre, etc. Mais elle a un côté réel, et justement, ce réel, ce n'est pas le bruit qu'elle fait. C'est la parole en tant que parole, en quelque sorte. C'est très difficile à saisir, mais c'est une des occurrences de l'objet petit a pour Lacan, puisqu'il y en a 4, vous le savez, hein, c'est le sein, donc la pulsion orale, la pulsion anale, le fait de déféquer, le regard et la voix. Donc ces 4 occurrences de l'objet petit a qu'on retrouve partout dans le film de David Lynch aussi de manière très disparate dans l'œuvre de David Lynch, mais il sent que justement là se crée quelque chose qui a un rapport avec notre désir, avec notre sujet, et qui est extérieur. Mais en fait l'écart, la différence entre nous et le monde, l'écart entre nous et le monde n'est pas la différence entre la surface de notre peau et le monde extérieur, elle passe à l'intérieur de nous-mêmes par la manière subjective dont nous faisons naître nos représentations.
C'est pour ça que la psychanalyse, en fait, son but, c'est de faire évoluer cette position subjective, de la faire changer par l'écoute et le fait d'introduire, de greffer des signifiants et de dégager plein de signifiants qui ne signifient pas le sujet, de telle manière qu'il puisse changer sa position subjective pour vivre les choses d'une autre manière. Et donc, on rejoint aussi un des aspects de Twin Peaks sur lesquels, d'autres fois, je suis passé un peu vite, c'est le fait de faire en sorte que quelque chose qui a eu lieu n'ait pas eu lieu. Hein, donc, puisque dans le thème de Twin Peaks, c'est Laura Palmer est morte, mais en fait elle n'est pas morte. Parce que en changeant la position subjective, en fait, ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que les épisodes de Twin Peaks amènent à un changement de position subjective. On voit ça très normalement. Hein, on reconnaît Laura Palmer à 45 ans. On est capable de se dire, oui, finalement, elle n'est pas morte parce qu'elle a vécu dans son rêve, en fait. Et elle a rêvé de Dale Cooper. Et là, ce qui a été coupé la dernière fois, merci Ramsey, c'est... donc je disais, effacer son passé, c'est pas de la science-fiction. C'est que d'un seul coup, on peut pas dire que ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu. Mais sauf que ce qui a eu lieu, ce ne sont que des mots. Parce que comme dit Beckett, ce qui se passe, ce sont des mots. Donc, si l'analysant dit quelque chose qui lui est arrivé avec d'autres mots, parce qu'il a changé la chaîne signifiante dans laquelle son sujet est pris, il a réussi, par le travail de l'analyse, et donc des interprétations de l'analyste, à dériver de sa chaîne signifiante et à le dire différemment, ce qui a eu lieu n'aura jamais eu lieu. En fait, c'est le thème de Twin Peaks, de la 3e saison. Par le fait qu'elle rêve de Dale Cooper, elle change son propre passé, c'est-à-dire que elle vit différemment, puisqu'elle raconte différemment les scènes traumatiques qu'il y a eu jusqu'à l'assimilation de Bob et de Cooper, et de telle manière que ce qui s'est passé, qu'elle soit morte, assassinée par son père, ne s'est pas passé. C'est ça quand même la leçon de Twin Peaks, qui est une leçon psychanalytique majeure, c'est-à-dire que c'est vraiment le plus élevé des buts de la psychanalyse, mais en même temps c'est le quotidien de la psychanalyse, faire en sorte que ce qui a eu lieu n'ait pas eu lieu parce que la position subjective a changé les mots. Voilà la phrase de Beckett, c'est ce qu'elle dit très bien, avec une économie de mots qui est la marque de fabrique de Beckett, sa griffe. Hein. Ce qui se passe, ce sont des mots. Comment peut-on dire, avec moins de mots, quelque chose d'aussi puissant? Ça, c'est justement le réel de la parole. Hein. C'est-à-dire que soit tu es dans ce que je fustige tout le temps chez ceux qui se disent psychanalystes et qui lisent des textes dans des congrès. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de lire un texte dans un congrès, parce que j'y ai assisté encore récemment. C'est vraiment... Quand on dit on s'ennuie comme un rat mort, là, c'est le cas de le dire. Hein. C'est entre les rats de laboratoire et la mort d'une tristesse infinie de ce qui se raconte. Et la parole, elle est incontrôlable. C'est pour ça que Lacan était insurgé contre le discours universitaire. Les gens qui ne font que répéter ce qu'ils entendent et ce qu'ils ont lu quelque part, mais qui ne vivent rien par eux-mêmes, comment peuvent-ils pratiquer la cure? Puisque il n'y a pas de réel, si eux-mêmes sont incapables de le vivre. Donc d'une certaine manière, se confronter à son réel, oui, c'est le courage qui nous est demandé, puisque pour Aristote, il y avait une vertu qui dominait toutes les autres, c'était le courage pour les êtres humains. L'œuvre de David Lynch,
s'il est à ce point le réalisateur qui filme l'inconscient, c'est qu'il montre bien que on change de côté, mais sans franchir de bord. Parce que quelque part, on est déjà sur le bord en permanence. Donc on accepte le fait d'être à la fois dans le symbolique et dans le réel. Donc sous la menace du réel, en quelque sorte. Mais sans se réfugier trop dans le symbolique. Parce que tous les rituels obsessionnels sont de se réfugier dans le symbolique. C'est-à-dire d'avoir toute une série de protocoles qui rassurent beaucoup, etc., au point où les gens se mettent dans des situations où ils deviennent les esclaves de leur propre protocole symbolique, où ils ne font pas ça parce qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas le faire, ou ils font ça, etc. Et donc, ils se privent de l'accès au réel, ils sont trop loin du réel, alors qu'il s'agit justement de se rapprocher du réel, d'oser se rapprocher du réel, parce que le réel est ce qui se passe dans les rêves. On est au plus proche de notre réel dans un rêve. Mais lorsque on est au plus proche du réel dans un rêve, quand il se présente dans la réalité, on voit bien la dimension de rêve qu'il y a dans la réalité elle-même. Parce qu'il y a un effet de coupure. Donc c'est ça qui apparaît comme une menace. Parce que la sexuation originelle, c'est d'être coupé de notre corps, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès directement. Si vous réfléchissez 2 minutes, vous verrez que vous n'avez pas accès à votre corps directement. Vous ne pouvez pas, comme vous voulez, par exemple, maintenant contrôler votre estomac ou votre pancréas, etc. C'est quelque chose qui est inaccessible, qui vous échappe. Et en fait, la seule manière d'y accéder, c'est d'être médiatisé par le langage. Donc de prononcer les mots foie, pancréas, etc. Mais il n'y a pas d'accès direct. Vous ne pouvez pas réguler vos fonctions corporelles. C'est pour ça que nous sommes malades. Et donc, la castration symbolique, ça veut dire ça. C'est la coupure elle-même qui est réelle. C'est que nous sommes réellement coupés de notre corps. Et c'est le symbolique qui vient là. Mais il y a toujours 2 faces. Comme dans le sujet, il y a 2 faces. Il y a une face réelle et une face symbolique. Donc, il y a la face où la parole vient pacifier, réorganiser les choses, etc., faire en sorte qu'il y ait un certain ordre. C'est pour ça que ça s'appelle l'ordre symbolique. Et le réel, c'est toujours une irruption. Quelque chose qui ne marche plus dans l'ordre préétabli, en quelque sorte. Donc c'est en ça que ça apparaît le plus souvent comme une menace. Mais il y a des irruptions du réel qui ont des effets bénéfiques. You're not Dougie. What? No. You're my dad. You're my dad. I'm your dad, Sonny Jim. Il faudrait arriver à être décontracté vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, d'une certaine manière, prendre ces choses-là avec, justement, un certain fatalisme qui n'est pas qui n'est pas du tout morbide, qui est au contraire une qualité de vivre avec le réel comme étant notre destin.